Escalier B. Raymond Gardois était au téléphone avec sa sœur quand on sonna à la porte. La conversation touchait à sa fin puisqu'ils en étaient aux salutations à distribuer à l'entourage. Avant cela, il triait les CD alignés sous la chaîne hi-fi, séparant le répertoire classique, le plus important, de celui du rock, pas assez étoffé à son goût, et des variétés qui avaient la faveur de Suzanne quand elle décidait d'écouter autre chose que la radio de la cuisine. Ce fut elle qui alla ouvrir. Le petit cri qu'elle poussa lui fit dresser l'oreille. La voix, grave, sourde, s'exprimait sur un ton qui se voulait neutre et autoritaire. Après avoir raccroché, il se releva péniblement. Une dizaine de pas en direction du vestibule furent nécessaires avant de retrouver la souplesse de ses articulations. Dans l'encadrement se tenaient 3 policiers, immédiatement reconnaissables à leur uniforme bleu marine. L'aspect brillant du pantalon de polyester lui avait toujours paru dérangeant. Il l'associait à la menace physique. Le 3e agent était une femme, courtaude et massive, un rien replète, aux cheveux blonds attachés en natte sur la nuque. Monsieur Gardois, alors qu'il acquiesçait d'une voix inaudible, Raymond apprit qu'il était 18h32, puis s'entendit signifier sa garde à vue. Le trio, chargé de le conduire au commissariat, n'avait pas à lui expliquer le motif de celle-ci. Lorsqu'il s'en enquit, on supposa qu'il avait probablement une idée de ce qu'on lui reprochait. Tandis que sa femme se répandait en lamentations indignées, le septuagénaire fila chercher sa veste contenant ses papiers. Personne ne pouvait lui dire combien de temps il demeurerait au poste de police. « Vos poignets ?» demanda le policier qui parlait pour les 3 autres. « Pour les menottes. »« Vous plaisantez ? C'est la procédure. Je n'y peux rien. »« Le règlement ou la loi ?» demanda Raymond Gardois en présentant ses mains dans le dos. « Non, de face. Ça ira. » Il n'obtint pas de réponse à sa question. Raymond embrassa Suzanne en lui disant de ne pas s'inquiéter. En sortant, il croisa le regard franchement étonné d'un locataire de l'immeuble qui ne s'attendait pas à le voir ainsi escorté. Raymond Gardois lui adressa un sourire rassurant, signifiant que tout allait bien. Il pensait tout le contraire. Il n'avait jamais été confronté à ce type de situation. Tandis qu'il se baissait pour prendre place sur la banquette arrière, en agrippant ses mains menottées à l'appui-tête du siège avant, la femme poussa sur sa nuque pour accélérer le mouvement. Raymond voulut protester, mais se contenta de faire observer que c'était la première fois qu'il montait dans un véhicule de police. Sa remarque, mal interprétée, eut le don de faire grimper d'un cran la nervosité des policiers. « Vous devriez cesser de faire le malin si vous ne voulez pas aggraver votre cas. » Inutile de tenter de convaincre le représentant de la loi de sa sincérité. Par la suite, Raymond ne dit plus rien, tétanisé par les risques que prenait le conducteur qui s'insérait dans la circulation, toute sirène hurlante. Le chauffard et la blonde à ses côtés semblaient s'amuser de ses frayeurs. Ce fut l'estomac un peu chaviré qu'il entra dans le bâtiment, où il fut conduit dans un local au rez-de-chaussée. Il ne s'agissait pas de procéder à son audition, mais à une fouille au corps en bonne et due forme, comme le lui expliqua un des policiers, un torse de maître nageur planté sur des jambes de catcheur, en récupérant ses vêtements. Il examina chacune des poches de ses effets au fur et à mesure que Raymond les lui tendait. Les sous-vêtements aussi. Il avait la voix atone des bourreaux qui tenaient à souligner qu'aucune malveillance ne dictait leur conduite. Raymond voulut demander si son cas méritait pareil traitement. Les menottes lui avaient déjà paru excessives. Aussitôt, un homme lui hurla qu'il n'était pas là pour couper les cheveux en 4, ni pour se livrer à des estimations du traitement qui lui paraissait approprié, le tout en termes brutaux et injurieux. Il devait retirer son slip en 4e vitesse s'il ne voulait pas qu'on le déshabillât de force. Le rougeaud colérique n'affichait pas la même neutralité que son collègue. « Alors, on fait moins le malin maintenant ? Tu te crois à l'abri parce que t'en es à sucrer les fraises ? Y a pas de limite d'âge quand on ne respecte pas la loi. C'est le même régime pour tous. » Raymond n'ignorait rien des vexations ni des humiliations qu'on faisait subir à ceux qu'on arrêtait.
Les témoignages des prévenus dénonçant les violences policières faisaient le bonheur de la presse, pas seulement de celle à sensation ou à coloration politique contestataire. Les plus gros scandales passaient régulièrement aux infos télévisées, de même que les abus de pouvoir ordinaires du moment qu'ils avaient été filmés. Aussi, le vieil homme ne fut-il pas, à proprement parler, surpris du déroulement de la procédure, mais du fait de devoir la subir à son tour, lui. Il n'avait rien à se reprocher. Il n'arrêtait pas de se le répéter, comme une incantation. Jusqu'à présent, il croyait ces traitements réservés aux délinquants, ou, en cas d'erreur judiciaire, à des prévenus à qui on n'aurait jamais donné le bon Dieu, même avec confession signée en triple exemplaire. Parfois, les policiers agissaient mal, la cause était entendue, mais on pouvait comprendre certains dérapages au vu de leur quotidien. L'exaspération, la fatigue, les risques pris, le mépris subi et les vexations continuelles. Les abus étaient commis à l'encontre d'une population bien spécifique. La racaille des cités, dont il fallait bien admettre aussi qu'on l'avait un peu poussée vers la marginalisation, voire qu'on l'y avait maintenue, mais qui ne faisait pas non plus de réels efforts pour en sortir quand on lui en donnait l'occasion. Tort partagé. Une sorte de cercle vicieux dans lequel gendarmes et voleurs trouvaient leur compte. La société aussi, qui s'accommodait de la situation tant que les débordements restaient limités. Les bavures ne concernaient pas les gens intègres. C'était ce qu'ils croyaient jusqu'à présent. La situation actuelle était un cinglant démenti. D'abord, c'était par un légitime sentiment de justice qu'il avait été amené à protester contre une brutalité excessive. Ensuite, il n'avait commis aucune infraction caractérisée. Enfin, il lui semblait que ce n'était pas de cette manière qu'on traitait un honnête homme, âgé de surcroît. Mais il se rappela l'histoire du couple de retraités. Le mari avait son âge, l'épouse 3 ans de moins, qui avait été incarcérés pour avoir signé des chèques à partir d'un carnet qu'on leur avait attribué par erreur. À la réflexion, il l'avait un peu cherché. Coupable de négligence pour avoir utilisé un chéquier sans vérifier si c'était bien leur nom qui figurait dessus. Mais on n'avait pas arrêté le véritable responsable de l'erreur. Employé se trompant d'enveloppe ou facteur de destinataire, ni même songé à leur infliger une sanction. La femme avait subi une fouille au corps complète. On avait épargné à l'homme l'ultime humiliation, ce qui ne serait pas son cas. Alors, ça fait quoi de sentir une main gantée appuyée sur les chevilles pour obliger à écarter les jambes? Ça fait quoi de reculer en gardant les mains appuyées au mur afin de présenter son arrière-train bien à la vue? Raymond avait les fesses tristes et distendues, 2 sacs qui pendaient sur un paquet d'os. Les 2 tortionnaires, dans son dos, prenaient leur temps, refaisant les poches de ses vêtements, pour le laisser plus longtemps dans cette position. Ne bougez plus. Raymond n'en avait nulle intention. Il avait le sentiment de n'être plus rien, seulement un organisme vivant dont on pouvait disposer à volonté. Dénué de ses droits, dépouillé de son individualité, comme ces populations qu'on déportait en masse à cause de leur appartenance ethnique, de leurs convictions religieuses ou de leur obéissance aux mauvais dictateurs. Un problème dont on s'occupait comme on traitait une tâche. Il avait ressenti cette impression lors de sa dernière visite à l'hôpital, où un médecin commentait à des internes ses méthodes de palpation et indiquait le bon usage des appareils qu'il utilisait. Il avait été un symptôme tout le temps qu'il avait été désigné par « il » ou la région de son corps, voire les organes internes concernés. 2 mains de caoutchouc synthétique écartèrent ses fesses. « J'ai dit, on ne bouge plus !» Les images du policier jetant l'arabe au bas de son scooter lui revinrent en mémoire. Le frapperait-on si on estimait qu'il ne réagissait pas correctement aux sollicitations? Retrouverait-il un jour un chez lui, le confort douillet d'un appartement acquis à force d'économie? Il lui semblait qu'il ne pourrait plus jamais croiser un policier sans éprouver une défiance instinctive. « Ça va, à part un peu de merde, il ne cache rien. » Raymond Gardois se retourna, mains croisées devant ses parties génitales. Sa peau blanche, tavelée de taches de vieillesse et de quelques rougeurs, était l'objet d'un examen silencieux de la part d'un des 2 policiers, comme s'il évaluait
la dégradation physique à laquelle il serait, lui aussi, un jour soumis. Ses vêtements se trouvaient en boule sur une table, comme un paquet de linge sale. Il dut passer entre eux deux pour aller les récupérer. Il fallait encore exposer son intimité pour récupérer son slip dans le tas, avec les gestes lents, encore contrariés par les tremblements. Au moins ne se livrait-il pas à des commentaires désobligeants. Puis il exécuta la ridicule pantomime découlant de sa difficulté à se baisser pour enfiler slip et pantalon sans s'asseoir, ressentant sur sa peau le fourmillement de l'impatience de ses sbires. À la suite de la fouille, on le plaça dans une cellule dépourvue de fenêtres, où il put méditer à loisir sur la fragilité de la condition humaine, la rapidité des descentes aux enfers, et la facilité avec laquelle on s'habituait aux mauvaises odeurs quand on ne pouvait s'y soustraire. Ça sentait le fauve, la sueur et la peur. 2 heures suffirent à dompter son organe olfactif. Il eut un geste avorté pour regarder l'heure à sa montre avant de se souvenir qu'on lui avait retiré tous ses objets, jusqu'au lacet. Le temps passait forcément lentement en cellule. Il finit par somnoler, ce qui lui fit oublier la soif. D'ordinaire, il ne la ressentait pas. Mais il était homme d'habitude, et à cette heure, il avait déjà dîné et bu. Il se demanda combien de temps durerait cette attente. De l'autre côté des murs, il entendait des gens hurler, tempêter ou bien gémir sur leur infortune. Parfois, des portes claquaient et des pas résonnaient dans le couloir. Quand on vint le chercher, ce fut pour lui signifier qu'aucun avocat n'était disponible, malgré l'obligation d'intervenir dans les 2 heures. Trop d'arrestations, comprit Raymond. Il devrait encore patienter. Il nota à travers les fenêtres que le jour encore timide s'était levé. Il avait fait donc plus que somnoler. Sa notion du temps était manifestement chamboulée. Il apprit tout de même qu'il se trouvait sous la triple inculpation d'insultes et d'outrage à agents dépositaires de l'autorité publique, d'entrave à l'action d'un agent dans l'exercice de ses fonctions et de rébellion caractérisée par un refus d'obtempérer. Raymond n'eut le temps ni de s'étonner ni de protester. On lui hurla dessus. Son étonnement avait suffi à mettre l'officier de police hors de lui. Il finirait par tout reconnaître. L'enquête était close. Les témoins avaient été entendus. L'instruction n'avait pas demandé de grosses investigations d'ailleurs. Il avait suffi d'écouter les plaignants, appartenant tous deux à la maison Poulaga. Il ne fut à aucun moment question d'un autre témoin privilégié, le prévenu d'origine maghrébine dans un délit de circulation routière. Ni des spectateurs derrière leurs fenêtres. « Vous pourriez au moins faire semblant de m'écouter quand je vous parle » s'époumonna encore l'homme appuyé sur son bureau comme s'il s'apprêtait à l'escalader. Raymond avait hoché la tête. Fallait-il avoir peur de ceux censés vous protéger ? Il lui vint à l'esprit que les petits contrevenants étaient plus surveillés et sanctionnés que les grands criminels. Voilà à quelle dérive nous mène la logique volontariste du tout répressif et la trop grande liberté laissée aux représentants de l'autorité, songea-t-il, en se gardant bien d'émettre la moindre opinion. On ne discutait plus avec la police. On la subissait, de quelque origine qu'on fût. Il avait bien compris le message. Comme l'heure n'était pas encore à l'interrogatoire, ni aux justifications, il fut reconduit en cellule. Il examina chacune des poches de ses effets au fur et à mesure que Raymond les lui tendait. Les sous-vêtements aussi. Il avait la voix atone des bourreaux qui tenaient à souligner qu'aucune malveillance ne dictait leur conduite. Raymond voulut demander si son cas méritait pareil traitement. Les menottes lui avaient déjà paru excessives. Aussitôt, un homme lui hurla qu'il n'était pas là pour couper les cheveux en 4, ni pour se livrer à des estimations du traitement qui lui paraissait approprié, le tout en termes brutaux et injurieux. Il devait retirer son slip en 4e vitesse s'il ne voulait pas qu'on le déshabillât de force. Le rougeaud colérique n'affichait pas la même neutralité que son collègue. « Alors, on fait moins le malin maintenant ? Tu te crois à l'abri parce que t'en es à sucrer les fraises ? Il n'y a pas de limite d'âge quand on ne respecte pas la loi. C'est le même régime pour tous. » Raymond n'ignorait rien des vexations ni des humiliations qu'on faisait subir à ceux qu'on arrêtait.
les témoignages des prévenus dénonçant les violences policières faisaient le bonheur de la presse, pas seulement de celle à sensation ou à coloration politique contestataire. Les plus gros scandales passaient régulièrement aux infos télévisées, de même que les abus de pouvoir ordinaires du moment qu'ils avaient été filmés. Aussi, le vieil homme ne fut-il pas, à proprement parler, surpris du déroulement de la procédure, mais du fait de devoir la subir à son tour, lui. Il n'avait rien à se reprocher. Il n'arrêtait pas de se le répéter, comme une incantation. Jusqu'à présent, il croyait ces traitements réservés aux délinquants, ou, en cas d'erreur judiciaire, à des prévenus à qui on n'aurait jamais donné le bon Dieu, même avec confession signée en triple exemplaire. Parfois, les policiers agissaient mal, la cause était entendue, mais on pouvait comprendre certains dérapages au vu de leur quotidien. L'exaspération, la fatigue, les risques pris, le mépris subi et les vexations continuelles. Les abus étaient commis à l'encontre d'une population bien spécifique. La racaille des cités, dont il fallait bien admettre aussi qu'on l'avait un peu poussée vers la marginalisation, voire qu'on l'y avait maintenue, mais qui ne faisait pas non plus de réels efforts pour en sortir quand on lui a donné l'occasion. Tort partagé. Une sorte de cercle vicieux dans lequel gendarmes et voleurs trouvaient leur compte. La société aussi, qui s'accommodait de la situation tant que les débordements restaient limités. Les bavures ne concernaient pas les gens intègres. C'était ce qu'ils croyaient jusqu'à présent. La situation actuelle était un cinglant démenti. D'abord, c'était par un légitime sentiment de justice qu'il avait été amené à protester contre une brutalité excessive. Ensuite, il n'avait commis aucune infraction caractérisée. Enfin, il lui semblait que ce n'était pas de cette manière qu'on traitait un honnête homme, âgé de surcroît. Mais il se rappela l'histoire du couple de retraités. Le mari avait son âge, l'épouse 3 ans de moins, qui avait été incarcérés pour avoir signé des chèques à partir d'un carnet qu'on leur avait attribué par erreur. À la réflexion, il l'avait un peu cherché. Coupable de négligence pour avoir utilisé un chéquier sans vérifier si c'était bien leur nom qui figurait dessus. Mais on n'avait pas arrêté le véritable responsable de l'erreur. Employé se trompant d'enveloppe ou facteur de destinataire, ni même songé à leur infliger une sanction. La femme avait subi une fouille au corps complète. On avait épargné à l'homme l'ultime humiliation, ce qui ne serait pas son cas. Alors, ça fait quoi de sentir une main gantée appuyée sur les chevilles pour obliger à écarter les jambes? Ça fait quoi de reculer en gardant les mains appuyées au mur afin de présenter son arrière-train bien à la vue? Raymond avait les fesses tristes et distendues, 2 sacs qui pendaient sur un paquet d'os. Les 2 tortionnaires, dans son dos, prenaient leur temps, refaisant les poches de ses vêtements, pour le laisser plus longtemps dans cette position. Ne bougez plus. Raymond n'en avait nulle intention. Il avait le sentiment de n'être plus rien, seulement un organisme vivant dont on pouvait disposer à volonté. Dénué de ses droits, dépouillé de son individualité, comme ces populations qu'on déportait en masse à cause de leur appartenance ethnique, de leurs convictions religieuses ou de leur obéissance aux mauvais dictateurs. Un problème dont on s'occupait comme on traitait une tâche. Il avait ressenti cette impression lors de sa dernière visite à l'hôpital, où un médecin commentait à des internes ses méthodes de palpation et indiquait le bon usage des appareils qu'il utilisait. Il avait été un symptôme tout le temps qu'il avait été désigné par « il » ou la région de son corps, voire les organes internes concernés. 2 mains de caoutchouc synthétique écartèrent ses fesses. « J'ai dit, on ne bouge plus !» Les images du policier jetant l'arabe au bas de son scooter lui revinrent en mémoire. Le frapperait-on si on estimait qu'il ne réagissait pas correctement aux sollicitations? Retrouverait-il un jour chez lui le confort douillet d'un appartement acquis à force d'économie? Il lui semblait qu'il ne pourrait plus jamais croiser un policier sans éprouver une défiance instinctive. « Ça va, à part un peu de merde, il ne cache rien. » Raymond Gardois se retourna, mains croisées devant ses parties génitales. Sa peau blanche, tavelée de taches de vieillesse et de quelques rougeurs, était l'objet d'un examen silencieux de la part d'un des 2 policiers, comme s'il évaluait
la dégradation physique à laquelle il serait, lui aussi, un jour soumis. Ses vêtements se trouvaient en boule sur une table, comme un paquet de linge sale. Il dut passer entre eux deux pour aller les récupérer. Il fallait encore exposer son intimité pour récupérer son slip dans le tas, avec les gestes lents encore contrariés par les tremblements. Au moins ne se livrait-il pas à des commentaires désobligeants. Puis il exécuta la ridicule pantomime découlant de sa difficulté à se baisser pour enfiler slip et pantalon sans s'asseoir, ressentant sur sa peau le fourmillement de l'impatience de ses sbires. À la suite de la fouille, on le plaça dans une cellule dépourvue de fenêtres, où il put méditer à loisir sur la fragilité de la condition humaine, la rapidité des descentes aux enfers, et la facilité avec laquelle on s'habituait aux mauvaises odeurs quand on ne pouvait s'y soustraire. Ça sentait le fauve, la sueur et la peur. 2 heures suffirent à dompter son organe olfactif. Il eut un geste avorté pour regarder l'heure à sa montre avant de se souvenir qu'on lui avait retiré tous ses objets, jusqu'au lacet. Le temps passait forcément lentement en cellule. Il finit par somnoler, ce qui lui fit oublier la soif. D'ordinaire, il ne la ressentait pas. Mais il était homme d'habitude, et à cette heure, il avait déjà dîné et bu. Il se demanda combien de temps durerait cette attente. De l'autre côté des murs, il entendait des gens hurler, tempêter ou bien gémir sur leur infortune. Parfois, des portes claquaient et des pas résonnaient dans le couloir. Quand on vint le chercher, ce fut pour lui signifier qu'aucun avocat n'était disponible, malgré l'obligation d'intervenir dans les 2 heures. Trop d'arrestations, comprit Raymond. Il devrait encore patienter. Il nota à travers les fenêtres que le jour encore timide s'était levé. Il avait fait donc plus que somnoler. Sa notion du temps était manifestement chamboulée. Il apprit tout de même qu'il se trouvait sous la triple inculpation d'insultes et d'outrage à agents dépositaires de l'autorité publique, d'entrave à l'action d'un agent dans l'exercice de ses fonctions et de rébellion caractérisée par un refus d'obtempérer. Raymond n'eut le temps ni de s'étonner ni de protester. On lui hurla dessus. Son étonnement avait suffi à mettre l'officier de police hors de lui. Il finirait par tout reconnaître. L'enquête était close. Les témoins avaient été entendus. L'instruction n'avait pas demandé de grosses investigations d'ailleurs. Il avait suffi d'écouter les plaignants, appartenant tous deux à la maison Poulaga. Il ne fut à aucun moment question d'un autre témoin privilégié, le prévenu d'origine maghrébine dans un délit de circulation routière, ni des spectateurs derrière leurs fenêtres. « Vous pourriez au moins faire semblant de m'écouter quand je vous parle » s'époumonna encore l'homme appuyé sur son bureau comme s'il s'apprêtait à l'escalader. Raymond avait hoché la tête. Fallait-il avoir peur de ceux censés vous protéger ? Il lui vint à l'esprit que les petits contrevenants étaient plus surveillés et sanctionnés que les grands criminels. Voilà à quelle dérive nous mène la logique volontariste du tout répressif et la trop grande liberté laissée aux représentants de l'autorité, songea-t-il, en se gardant bien d'émettre la moindre opinion. On ne discutait plus avec la police. On la subissait, de quelque origine qu'on fût. Il avait bien compris le message. Comme l'heure n'était pas encore à l'interrogatoire, ni aux justifications, il fut reconduit en cellule. L'homme qui l'escorta au sous-sol expliqua charitablement qu'ici, il valait mieux fermer sa gueule, dans la mesure où tout propos pouvait être interprété à charge, et surtout considéré comme une offense, une bravade ou de l'insubordination. Dans le couloir, il eut la surprise de croiser une adolescente en pyjama, escortée par une femme qui la tenait à l'épaule. Elle semblait terrorisée, et surtout embarrassée de se produire dans cet accoutrement. Le t-shirt rose, sur lequel était imprimé un nuage cerné de dorures, et plus bas, une tête d'ourson jovial, détonnait dans ce lieu. Il ne manquait que la peluche pour lui donner l'impression qu'on allait la mettre au lit. Raymond Gardois se tourna vers son bâton, mais celui-ci feignit de n'avoir rien vu. « Entrez là, on manque de place en ce moment. » Il ne s'agissait pas de la même cellule.
L'odeur l'assaillit tout d'abord, qui émanait d'un WC à la turque situé dans un angle, prouvant que sa résistance au miasme n'avait qu'un caractère temporaire et aléatoire. Sur les banquettes, appuyées au mur, se trouvaient deux individus. Le premier, main dans les poches, jambes allongées, capuche sur la tête, ne tourna même pas la tête à son arrivée. Son regard fixe et son expression de froide colère, susceptible de se déchaîner sans raison apparente, incita Raymond à s'asseoir à distance respectueuse. L'autre, allongé sur toute la longueur du second banc, tenait un papier chiffonné à la main, dont Raymond se demanda comment il avait réussi à le conserver après la fouille. Des doigts de sa main libre, il semblait se livrer à un décompte. Comme il tournait le dos à la porte, il pencha la tête vers l'arrière et poussa une exclamation en reconnaissant l'arrivant. Raymond l'identifia également. Il s'agissait du jeune homme dont il avait pris la défense. Ce dernier se redressa, un sincère étonnement éclairant son visage. Le septuagénaire nota les taches de sang qui dessinaient un dessin à la Rorschach sur son t-shirt beige. Il enregistra également la difficulté avec laquelle il s'était assis, la discrète grimace de douleur accompagnant ses mouvements. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Moi non plus, à vrai dire. Je ne m'attendais pas à me trouver ici un jour. » L'arabe hocha la tête, et Raymond regretta d'avoir proféré cette évidence qui brisait la conversation. Ils avaient encore besoin de s'apprivoiser pour discuter librement. Le vieil homme considéra mieux le nez tuméfié et la joue râpée. Les bras étaient couverts de minuscules croûtes de sang et de griffures. « Ils ne vous ont pas raté, dit Raymond Gardois en les désignant. Ce sont les buissons, quand ces fils de pute m'ont poussé dedans. » Le vieil homme ne releva pas l'écart de langage, mais le silence qu'il laissa passer semblait indiquer qu'il prisait peu cette forme d'expression. « Alors, ils vous ont fait faire la visite complète ?» Il avait pointé le majeur dans un geste obscène. « Bienvenue dans le nouvel épisode de Vie ma vie !» Il finit par se calmer, constatant que Raymond ne partageait pas son hilarité ni n'approuvait ses sarcasmes. Il se contenta de poursuivre la conversation sur des données factuelles, comme l'heure de l'arrestation. Les agents n'avaient aucune raison de l'arrêter à son domicile puisqu'il n'était pas réellement intervenu pour faire cesser leur brutalité. Pour sa part, il avait bientôt passé 24 heures ici. Il estimait d'ailleurs que Raymond finirait sa garde à vue avant la sienne. Les avocats commis d'office ne se pressaient jamais pour des gens comme lui. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'ils sont peut-être occupés ailleurs et ne peuvent tout laisser tomber et accourir hors d'haleine pour une affaire somme toute secondaire, plaida le septuagénaire. Je maintiens ce que j'ai dit. Je suis prêt à confirmer votre version, si vous décidez de porter plainte. Le jeune homme éclata de rire. C'était pas moquerie de sa part, même si la remarque l'amusait. Son hilarité s'acheva d'ailleurs sur une note sarcastique qui en précisa la perspective. Si vous êtes ici, c'est que les flics ont porté plainte contre vous. Insultes, troubles à l'ordre public, ils vont tout vous mettre sur le dos. Et c'est vous qui l'aurez dans l'os. Votre témoignage, du coup, il vaut plus rien. Hein, je vois. Ils ne me reprochent rien. Ils cherchent juste à se protéger. Ce sont des accusations préventives. N'empêche qu'ils vous baiseront la gueule. C'est votre parole contre la leur. Raymond Gardois acquiesça lentement, prenant la mesure de l'événement, réalisant l'impasse dans laquelle il se trouvait. C'est scandaleux. Je ne me laisserai pas accuser comme ça. C'est une injustice manifeste. Ah ouais? Et vous comptez faire quoi? Je sais pas, moi. Prévenir la presse? Alerter l'opinion? Dans le même temps où il prononçait ces paroles, il réalisa que c'était le genre d'article qu'il lui arrivait de lire d'un œil distrait. Malgré les diatribes enflammées qui concluaient parfois le fait divers, ces anecdotes ne suscitaient pas une indignation propre à mobiliser les foules. C'était dans la logique du fait divers, un encart émotionnel destiné à éviter la somnolence du lecteur, un signe indiquant qu'on ne laissait rien passer, même s'il fallait pour cela supporter quelques débordements. Ça ne vous empêchera pas d'avoir du sursis avec une amende. La remarque était pleine de bon sens.
Mais Raymond se sentait, malgré tout, tenu de se mobiliser. Point de vue qu'il essaya de partager avec la victime des violences policières. Le troisième prévenu demeurait immobile, muré dans son hostilité muette, ne semblant même pas prêter une oreille à l'échange. Il faut voir à plus long terme. Si nous ne voulons pas que ça se reproduise, il faut porter ces faits à la connaissance du public. Chaque fois, à condition de manifester son indignation sans insulte ni excès d'aucune sorte qui pourrait diminuer la portée du message. Le soupir de l'interlocuteur en disait long sur les chances de succès d'une telle initiative. Raymond plaida sur l'effet de répétition, la saturation qui ferait de la question un problème de société. Parce que vous n'avez pas encore saturé, vous? Ça vous a pas suffi? J'avoue que jusqu'à présent, mon parcours m'a tenu éloigné de ces problèmes. Rien ne change jamais, même quand on gueule. Mais si, on finira par trouver la bonne stratégie. En dehors d'une révolution, je ne vois pas. Ah, je vous vois venir. Quand les banlieues flambent, vous ne faites que monter l'opinion publique contre vous. C'est pas la bonne réponse. Ça va, ferme-la maintenant. T'es qu'un enfoiré comme les autres. Putain de sa race. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le jeune homme prononça une phrase en arabe, sur le ton de l'insulte, puis, les mains appuyées à la banquette, il se balança avec nervosité. Raymond comprit qu'il aurait aimé se soustraire à sa présence en ce moment et que cette impossibilité physique l'insupportait davantage. Il chercha encore à plaider sa cause, s'excusant par avance s'il l'avait involontairement froissé. « Va raconter l'histoire dans les journaux si tu veux, porte plainte, mais ne me cite pas, et surtout fais plus chier !» Raymond ouvrit les mains dans un geste d'impuissance. Son incompréhension le poussa même à quêter le regard du jeune homme avec la capuche relevée et l'expression butée sur le visage. Sauf qu'il ressemblait toujours autant à un mannequin destiné à meubler la pièce. Circonspect, il croisa les bras, laissant s'installer dans la cellule un silence d'autant plus pesant que les exaspérations des autres prévenus se manifestaient de façon vindicative par-delà les cloisons, et parfois de façon pathétique. La porte s'ouvrit. Le policier, dont la silhouette apparut dans l'encadrement, désigna le jeune homme silencieux. « Allez, c'est à toi !» Ce dernier se leva, à la façon raide et brusque d'un automate, et sortit sans un bruit. Raymond Gardois contempla l'ouverture bien longtemps après qu'il fût sorti. Le départ de l'encapuchonné le soulageait. Il se demanda un moment s'il n'était pas un mouton, placé dans cette cellule pour épier leur conversation et rapporter des éléments à charge. La situation le rendait paranoïaque. On ne voyait cela que dans les séries télé. D'ailleurs, dans les deux cas, il n'y avait plus rien sur quoi enquêter. Les faits étaient connus et déjà travestis par la police. Il croisa les bras avec la bonhomie du client de la CPAM qui attend son tour pour être appelé au guichet. L'arabe avait appuyé les coudes sur ses genoux, mains jointes et dos voûté, en attendant que passe sa colère. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je fous le feu aux bagnoles et que je pille les commerces? C'est ma gueule, c'est ça ?»« Je suis désolé. Je ne voulais pas faire d'amalgame. Pour vous, quand on a ma tête et mon âge, on est tous des casseurs et des branleurs. » Je n'ai jamais affirmé cela. Oh, c'est pas dit, mais c'est tout comme. Il n'y a qu'à voir votre bourgeoise, là, comment qu'elle nous regarde et nous traite. Raymond Gardois soupira, dans l'intention de dédramatiser la discussion. Il se tenait droit, sans s'appuyer au mur pour ne pas paraître désinvolte, n'osant pas non plus considérer directement son interlocuteur, qui ne se gênait pas, en revanche, pour guetter la moindre expression du paysage mental modelant ses traits. Le faux pas n'était plus permis. « Oui, je sais. Elle a un peu peur, faut pas lui en vouloir. Je le lui ai déjà dit. Hé, papy, faut pas se cacher derrière sa meuf. Parce que c'était pas exactement l'ouverture fraternelle hier matin. Et encore à l'instant. Dans quel sac j'étais? Je suis désolé. Je ne voulais pas. C'est vous qui avez parlé de révolution. Mais c'est pas de la révolution, ce bordel. C'est un défouloir, de l'éclate, une grosse connerie. Ah, je suis bien d'accord.
Je me situais dans une perspective, c'est le trop-plein, la rage qui ressort. Le problème est que ça dégénère à chaque fois. En même temps, il faut bien relâcher la pression. Je veux dire, toutes les conditions sont créées pour... Et ce n'est pas les casseurs qui ont créé les conditions. Mais ça vous déconsidère. Vous perdez le bénéfice de votre action. Pour ce que ça sert, chaque fois qu'on parle du malaise des banlieues, on vient voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque aux gens, de quoi ils ont besoin, comme si personne ne le savait, et puis tout redevient comme avant. Raymond garda le silence, ce qui revenait à reconnaître le bien fondé de la remarque. Il ne put qu'écarter les mains dans un geste d'impuissance. Une situation envenimée apparaît sans issue, à moins d'une remise à zéro radicale. N'empêche, la violence ne résout rien. La violence, elle ne vient pas toute seule. Traiter de sale arabe, c'est pas de la violence? Deux logiques s'affrontaient, toutes deux absurdes, dans un idéal dénué de concessions. Raymond Gardois avait conscience d'arpenter les lieux communs des conflits culturels, avec la conviction qu'ils étaient inévitables à un certain stade de la discussion, mais qu'ils représentaient également de dangereuses ornières. Il lui arrivait d'éprouver la tentation de soulever un couvercle qu'il valait mieux laisser en place. Si, mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans la discussion. Devant l'entrée, sur les quatre, vous n'étiez que deux, enfin bref. Les payes de merde, les sales boulots quand il y en a, les multiples interdictions, les arnaques légales, les papiers, les contrôles, tout pour pourrir la vie. Il faut tout supporter sans broncher. Sinon, c'est la matraque. On est tout le temps poussé à la révolte quand on voit la méfiance, le mépris dans le regard de tous. De tous, il ne faut rien exagérer. Il y a des tristes cires, c'est vrai, mais il ne faut justement pas leur donner raison en adoptant le mauvais comportement. Ça vous est facile de dire ça. Vous n'êtes pas concerné. Dans ce cas, que faisait-il dans cet endroit nauséabond, faillit demander Raymond, mais il ne voulait pas perdre le fil de la conversation. Vous croyez qu'on ne supporte rien? Pourtant, il n'est jamais agréable de circuler au milieu d'un groupe quand on sort de chez soi. Mais on squattait pas l'entrée, bordel! Si on avait pu entrer, on serait plus devant la porte. Si un jour de mauvais garçons ont envie de mettre à sac l'appartement de votre copain, je les laisse passer. C'est pas la même chose. Néanmoins, le jeune homme avait baissé la voix de 2 tons. Il évaluait la possibilité d'une telle situation. Elle ne semblait pas irréaliste, ce qui incita Raymond à pousser son avantage. Au-delà de la justification de son geste se profilait la perspective de l'éducation et du respect d'autrui. C'est une question de principe, même si j'ai l'air d'un vieux con en disant cela. Vous êtes vieux. Il avait dit cela sur le ton de l'évidence, sans réelle agressivité. Raymond en déduisit qu'il considérait que les personnes âgées n'approuvaient jamais la jeunesse. Ce n'était pas entièrement faux. Il n'avait pas envie de prononcer la phrase suivante. Pourtant, il s'entendit l'énoncer quand même. En attendant, nous subissons aussi. Chacun avec notre façon de vivre. Ah ouais, je vois. Le bruit et l'odeur. Les discussions bruyantes la nuit. En verlan, c'est ça? Et la casquette, dans quel sens jamais? La capuche. Partout. Tout le temps. Poursuivit Raymond Gardois sur le ton de l'énumération. Pour n'être pas identifié. Ça éveille la méfiance, justement. Être propre sur soi, bien rasé, l'arrêt sur le côté, le doigt sur la couture du pantalon. Vous contrôlez tout, vous. Les voitures garées sur le trottoir, les pétarades des mobylettes. On a bien le droit de se retrouver quand même. Pour taguer le quartier et vandaliser l'abribus? C'est pour se défouler. Si on donnait du boulot à ceux qui font ça, ça n'arriverait pas. Vous croyez qu'on en a encore envie? Qui s'est amusé à défoncer les boîtes aux lettres de la cage d'escalier? J'en sais rien. Je suis pas une balance. Et qui a prévenu les keufs pour la veiller dans le square? Je croyais qu'une patrouille passait par là. Ils ont dit qu'on les avait appelés. Il suffisait de nous dire de faire moins de bruit. Ah, j'aime à vous l'entendre dire. Mais ça tombait un peu sous le sens, non? Ils se regardèrent, narquois, comme 2 lutteurs qui ne parvenaient pas à prendre le dessus. Malgré le ton polémique, il n'y avait nulle agressivité entre eux. Il serait cependant difficile de prétendre qu'ils prenaient du plaisir à cette joute verbale.
Vous ne laissez jamais rien passer, vous autres. Le moindre écart et crac. Pourtant, entre vous, vous vous montrez plus coulant. Parce qu'on sait que c'est exceptionnel. On aimerait en avoir la confirmation ailleurs. Il avait failli dire en face, refusant cependant de dessiner les frontières de deux camps. Son hésitation avait été trop courte pour être audible. Du moins l'espérait-il. C'est à nous d'apporter la preuve de nos bonnes intentions, c'est ça? C'est toujours à nous? Je pourrais donner de multiples raisons à ça, oui. Mais je connais déjà les réponses. On attend d'être sûr. Et on a des raisons de croire que ce n'est pas le cas. Je me demande pourquoi on en vient toujours à parler de la sorte. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire, mais je m'y sens obligé. C'est de ma faute, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça se présente comme ça, c'est tout. En fait, si. Je crois savoir pourquoi nous ne sortons pas de ces discussions. C'est quand vous dites vous autres et que je réponds on ou nous. Les gens qui se parlent ne généralisent pas. Eux, nous effacent, nous brouillent. Quand je dis ras-le-bol et que vous me parlez de banlieue qui brûle, vous extrapolez au groupe. Vous ne me voyez plus. C'est vrai. Nous cessons de nous considérer comme des individus quand nous parlons avec des généralisations. Raymond Gardois avait appuyé ses coudes sur les genoux, remontant pensivement le cours de la conversation en hochant la tête, comme si le fait de considérer que tous deux avaient commis la même erreur le plongeait dans un abîme de perplexité. Moi, c'est Farid. Pardon? C'est mon prénom d'individu, Farid. Ça veut dire l'unique, le sans pareil. Moi, c'est Raymond et je ne sais pas ce que ça veut dire. Il s'était redressé pour se présenter, regrettant également de n'avoir pas été le premier à penser à le faire. Sa plaisanterie eut le don de faire sourire Farid. Ça signifie que vous êtes quelqu'un de bien qui est intervenu pour me défendre. C'est vrai. Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, je me retrouve ici? La situation l'amusait. Raymond s'appuya au mur pour en rire à son aise et fut surpris de voir que Farid ne le suivait pas. Non, c'est pas à cause de moi, répondit-il patiemment, en sondant Raymond de son regard étréci, forçant le septuagénaire à se redresser. C'est à cause d'un flic qui me tabassait. C'est vrai, vous avez raison, se reprit le vieil homme, embarrassé. Et c'est pour cela que je porterai plainte malgré tout. Ils peuvent bien m'accuser de tout ce qu'ils veulent. Il faudra bien qu'ils s'expliquent sur les raisons qui m'ont poussé à intervenir. Ma femme pourra témoigner aussi. Il s'abîma dans ses réflexions, réalisant ce que sa vision des choses avait de naïf. Dans la plainte à son encontre, les deux agents avaient probablement mentionné qu'ils arrêtaient un prévenu trop agité pour ne pas employer la force. Progressivement, les murs de la cellule réapparurent. Raymond réalisa à ce moment seulement que la silhouette de l'autre avait occupé tout son champ de vision pendant qu'il parlait. Ils avaient échangé au point de ne plus avoir conscience de leur environnement. Le temps avait passé. C'était la seule chose dont ils disposaient plus que de raison dans cette cellule. Ils en avaient profité pour se parler, ce qui était une bonne façon de l'occuper. Mieux valait s'en tenir là pour l'instant. Il ne fallait pas gâcher ce moment de grâce par un dérapage inconsidéré. L'entente était encore fragile. Chacun, finalement, avait à faire ses preuves. Au bout de quelques minutes, comme il n'avait plus rien à se dire, Farid reprit son papier chiffonné, qu'il étudia attentivement. Il recommença vite à compter sur les doigts de sa main libre, marquant une ligne de son ongle crasseux, puis levant les yeux au ciel dans un effort de mémorisation. « C'est un poème » demanda Raymond Gardois, intrigué par le manège. « Comment vous avez deviné ?»« Le décompte des pieds. »« Les pieds ?» Avec une évidente satisfaction, Raymond déplia successivement les doigts de sa main gauche. « Ah ouais, les syllabes. C'est une chanson, en fait. Mais ces bâtards ont fauché mon stylo. Alors je marque avec l'ongle les passages changés. Sauf qu'à force de corriger, je finis par m'y perdre. » « Je peux voir.
Raymond avait déjà tendu la main. Mais Farid hésitait. « Il y a des fautes, je vous préviens. » »« C'est sans importance. Vous aurez peut-être du mal à lire. Et les paroles ont changé. »« Chantez-le alors. » »« Sans le synthé, je ne sais pas si... » »« Et puis c'est une chanteuse qui commence. »« Ah oui, Samia ?» Comme Farid manifestait son étonnement, Raymond se lança dans une imitation. « Putain, Samia, n'en rajoute pas. » »« Ouais, elle n'est pas facile, hein ? C'est à cause de son père. Bon, cette chanson, je vais la réciter. » Farid hocha la tête sur un rythme qu'il était seul à entendre. Lèvres pincées, il tapa du pied sur le dallage de la cellule, puis ferma les yeux pour mieux s'abstraire dans sa composition. Il commença par scander « Je vous apprendrai la haine », puis récita les 3 strophes suivantes avant de se mettre à hésiter et de reprendre les passages qu'il avait modifiés. « Attendez, attendez » lança Raymond en agitant la main. « Vous vous y perdez et je perds également le fil. Mais je crois que j'ai un crayon qui aura échappé à la fouille, avec un peu de chance. » Il se débarrassa de la veste qu'il retourna, plongeant les doigts dans la poche intérieure. « Ça fait des années qu'il traîne là. Une mine qui s'est cassée et que j'ai oubliée. Elle est si courte que lorsqu'elle se trouve à proximité de la doublure, on ne la sent pas. » C'est ce que je disais. La voilà. Il exhiba un morceau de crayon qui n'excédait pas 3 centimètres. Il était difficile de le tenir entre le pouce et l'index, mais avec un peu d'entraînement, il était possible de tracer des lettres sur le papier. Il n'y a qu'à procéder aux corrections avant de reprendre la lecture. Et puis, si je puis me permettre, commencer par le premier vers à chaque strophe, c'est trop le marteler. La première fois, c'est bien, c'est une bonne attaque. Après, c'est un peu répétitif. On est dans la démonstration. Ce sont des manières de publicitaire. Alors que si on place le vers à la fin de la strophe, il sonne comme un rappel. Ça lui donne plus de force. Le problème est que le premier vers n'a pas la même longueur que les autres. Raymond chassa l'air d'un geste négligent. En chanson, on n'a pas besoin d'être aussi rigoureux qu'en poésie sur le nombre de pieds. La façon de prononcer laisse de la marge. Autant en profiter. Ensemble, ils apprécièrent le résultat. « Je vous apprendrai la haine. Vos rêves seront de sang. Et rouge, le cœur à sang, voulant briser ses chaînes. En piétinant toutes les lois, en réduisant vos droits, en allongeant les peines, je vous apprendrai la haine. Multipliez les sanctions, poussez vers l'exclusion. Quand vous serez dans la gêne, je vous apprendrai la haine. » « Ouais, » approuva Farid, « ça a plus de gueule. » Il sourit en relisant son texte. À nouveau, Raymond Gardois s'autorisa une suggestion, estimant que le terme de gêne manquait de force à cet endroit. On passe de la gêne à la misère. La gêne est encore supportable. Il faudrait trouver un mot qui a plus de vigueur. « Vous ne laissez rien passer, vous » s'exclama Farid. Raymond leva les yeux de la feuille froissée, étonné du ton. Farid riait et levait la main pour la claquer dans la sienne, ce que fit le septuagénaire avec un temps de retard. « C'est parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves, jeune homme, » poursuivit-il dans le même esprit. « En tout cas, vous avez l'air de vous y connaître. J'ai été instituteur dans une autre vie. Pas dans une banlieue qui brûle. C'était dans un petit village, à une centaine de bornes d'ici. Nous sommes revenus en ville à la mort de... Bon, la chanson. Pourquoi ne pas pousser vers l'exclusion jusqu'à plonger dans la géhenne ? Voilà qui est sans appel. » La proposition ne semblait pas convenir à Farid, qui estimait peu heureuse l'irruption d'un tel vocabulaire dans le contexte. Raymond convint qu'on pouvait l'amener par association d'idées et suggéra multiplier les sanctions, l'enfer de l'exclusion, la vie dans la géhenne, je vous apprendrai la haine. Mais le jeune homme n'était toujours pas satisfait. Plus haut,
j'ai viré des lois que vous croyez pérennes, parce que le dernier mot était trop recherché. Tout le monde n'aurait pas compris. Alors on va pas non plus mettre GN. Raymond Gardois en convainc. Ils finirent par se mettre d'accord sur une nouvelle version. Multiplier les sanctions, pousser vers l'exclusion, que la vie vous malmène, je vous apprendrai la haine. Le vieil homme ne trouva rien à redire à la suite, qu'il écouta en remuant à son tour la tête. C'est très réussi, approuva-t-il. Violent, mais réussi. Ça vous plaît? Je ne le passerai pas tous les jours sur ma platine. Mais il y a là une idée qui résume bien la situation. On se sent scandalisé. Et c'est assez universel pour évoquer la situation ailleurs, dans le monde, et même entre nations en conflit. J'en ai écrit d'autres. La chanson est un bon moyen de faire passer des messages. Efficace et pacifique. Voilà un moyen de changer les choses. Ça pourrait être l'occasion de placer vos revendications. Vos, demanda Farid. Celle du chanteur nommé Farid. Ce que pense la masse n'a pas d'importance, non? Le problème, c'est de devoir imaginer l'après. Il ne faut pas que l'auditeur soit seul à le faire. C'est le moment de rêver. À un massacre ou à une solution, peu importe si elle est utopique, c'est l'intention qui compte. Si vos idées sont partagées, vous avez une chance de les voir se concrétiser. L'index de Farid se promena sur ses lèvres, les tapota 2 ou 3 fois. J'ai une idée. Envoi. Quand un policier ouvrit la porte de leur geôle, il lui sembla bien que l'un des deux prévenus achevait de dissimuler quelque chose. Il se dit que c'était un objet sans importance, puisqu'ils avaient été fouillés au préalable, optant pour un mouvement mal interprété. Il avait entendu les deux hommes chanter, alors qu'il approchait de la cellule. Cela arrivait parfois, surtout en cellule de dégrisement. Ce qui l'étonna, ce fut de trouver les deux prévenus assis, côte à côte, penchés vers l'avant. Le spectacle était encore plus surprenant si on prenait en considération leurs origines et leur classe sociale. Un jeune des cités, avec les classiques fringues passe-partout et un t-shirt taché de sang, probablement un habitué des lieux, et un vieil homme, plutôt bien mis avec sa veste pied-de-poule et ses souliers vernis. Il chantait un air qui ne lui disait rien, mais dont la rythmique évoquait ces insupportables rapes déblatérées à longueur de journée sur certaines ondes. Je vous apprendrai la haine, toujours la même rengaine, mais nous, ce qu'on en dit, on pense comme Gandhi. Nous serons encore, demain, en travers du chemin, opposants pacifiques au moyen de la musique. Oui, elle est finie, la musique, bougonna l'agent. Monsieur Gardois, c'est à vous. Il dut élever la voix pour se faire entendre, et fut surpris de constater qu'elle manquait d'assurance. Il n'avait jamais vu deux prévenus aussi joyeux. De quoi être déstabilisé. Il se hâta de mettre les menottes au vieil homme, qui, debout, continuait à chanter, se dévissant la tête pour prolonger la complicité avec son compagnon de cellule, hilar sur le banc. Il se hâta de mettre les menottes au vieil homme, qui, debout, continuait à chanter, se dévissant la tête pour prolonger la complicité avec son compagnon de cellule, hilar sur le banc. Plus vite il s'exécuterait, plus vite les duettistes s'arrêteraient. Rapidement, il l'entraîna vers la sortie, où l'attendait son collègue, tout aussi médusé. Avant de sortir, Raymond Gardois adressa un salut à son compagnon de cellule, que ce dernier lui rendit, haussant le ton pour finir avec lui le dernier couplet. Régner pour diviser, on va s'y opposer, et bannir la violence d'un seul mot, tolérance. Plouc et Rance.
Il revient à ma mémoire des batailles de sans-papiers. Je revois les blouses noires qui montaient dans nos clapiers sur le chemin de l'école. Je priais à chaque pas pour qu'ils aient tenu parole, qu'au retour soit là, papa. Plouc et Rance, le programme de cette engeance qui nous dit ce qu'il faut qu'on pense et plonge tout le monde dans l'erreur. Lourde errance que ce mode de gouvernance, ce serait sans importance s'il ne faisait aussi peur. Oui, la haine, on ne sait pas où ça nous mène. Oui, la haine, c'est ce qui nous aliène. Tolérance, la vertu de l'espérance, elle inspire la confiance et prépare le bonheur. J'ai connu bien des outrages et des traitements odieux, des régimes d'un autre âge, j'ai fui pour des cieux radieux. Et à présent je regrette qu'à nouveau mon horizon, comme mes papiers, ces miettes, dessine d'autres prisons. D'après Charles Trenet, musique Charles Trenet et Léo Chauliac, copyright 1943, arrangement Serge Landin et Aziz Falaoui, paroles de Farid Bouziane. Je vous apprendrai la haine. Je vous apprendrai la haine. Vos rêves seront de sang et rouge, le cœur à sang, voulant briser ses chaînes. En piétinant toutes les lois, en réduisant vos droits, en allongeant les peines, je vous apprendrai la haine. Multipliez les sanctions, poussez vers l'exclusion. Quand vous serez dans la gêne, je vous apprendrai la haine. Quand on a la loi, pour soi, on a tous les droits. Pas toi. Légitime, c'est mon droit. J'en dispose. C'est ainsi que la loi se décompose. Légitime. Quand vous traitez comme des chiens, quand vous ôtez l'espoir, il ne vous restera rien qu'à rêver du grand soir. Mais si vous armez les bras, alors pas d'indulgence. À la première violence, je tirerai dans le tas. Légitime, c'est la loi. Tu bouges et je dégaine. Et pour en avoir le droit, je vous apprendrai la haine. Quand on a la loi, pour soi, on a tous les droits. Pas toi. Légitime, c'est mon droit. J'en dispose. C'est ainsi que la loi se décompose. Légitime. Je vous apprendrai la haine. Toujours la même rengaine. Mais nous, ce qu'on en dit, on pense comme Gandhi. Nous serons encore demain, en travers du chemin, opposants pacifiques aux moyens de la musique. Régner pour diviser, on va s'y opposer et bannir la violence d'un seul mot, tolérance. Musique, Serge Landin et Aziz Falaoui. Paroles de Farid Bouziane et Raymond Gardois.